Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Vous le savez sûrement, les élections européennes auront lieu dans un mois. Des élections que beaucoup estiment être les plus importantes en ce qui concerne l'impact sur notre vie quotidienne. Pourtant, tous les 6 ans, c'est le même constat. Les élections européennes n'intéresseraient pas les Français, les élections européennes n'intéresseraient pas les médias et elles n'intéresseraient pas les femmes et les hommes politiques. La preuve en est pour ces derniers que les leaders politiques ne sont pas les têtes de liste de leurs formations respectives. Du coup, ce scrutin européen semble être finalement l'occasion rêvée pour les jeunes pousses de se faire connaître. C'est la raison pour laquelle nous avons invité 4 jeunes responsables politiques de la région. Hugo Blossier, bonjour. Vous êtes à 27 ans le secrétaire départemental du Parti communiste de la Vienne. Anthony Brottier, bonjour. Vous êtes le responsable des élections à La République En Marche dans la Vienne également. Flavien Cartier, bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental du Parti socialiste Châtelleraudais et vous serez sur la liste commune Place Publique PS aux européennes. Enfin, Arnaud Fage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable départemental du Rassemblement national de la Vienne. Alors, une première chose saute aux yeux, messieurs, c'est que si le rajeunissement des cadres existe, la présence massive des femmes, elle, aux responsabilités politiques locales, en tout cas, n'est toujours pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous le regrettez? Comment vous l'expliquez, Hugo Blossier? Bien sûr qu'il faut le regretter. Je crois qu'on peut l'expliquer peut-être... faire le lien entre les jeunes aussi, que vous constatez que nous sommes jeunes ici, et puis la question des femmes. Je crois que, d'une part, les femmes peuvent en avoir marre d'être traitées comme étant des femmes, et uniquement comme étant des femmes, et de la même façon que les jeunes, qui peuvent en avoir marre d'être traités comme étant simplement des jeunes. Les jeunes ont vieilli un jour ou l'autre, donc ils seront plus jeunes. Voilà, ouais. Et donc la problématique est encore plus difficile pour les femmes qui ont toute leur place en politique, et donc il faut leur faire de la place. Il faut des mesures... de l'intervention concrète, légal, pas simplement obligatoire. des déclarations. C'est ça que vous êtes en train de dire C'est possible. Déjà, je pense que quand on oblige aux élections, par exemple, la parité sur les listes, c'est un pas par l'obligation qui a permis l'arrivée de femmes en politique. Et il y en a bien d'autres possibles. Hugo Fage, encore du travail. Il y a encore du travail, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué pour certaines femmes de s'engager parce qu'il y a tout ce qui est à côté aussi, donc autant le travail que la vie familiale. Après, je pense que notre mouvement, le Rassemblement national, est un des seuls mouvements à avoir laissé une femme arriver à la tête de ce mouvement. Donc on a Marine Le Pen qui est la seule présidente de parti en France, donc depuis 2011 réélue. Et c'est une femme qui a su... J'en connais d'autres, hein. Delphine Batho par exemple. Je sais, mais c'est une des 2 femmes qui a su se hisser au second tour de la présidentielle et réunir 11 millions de voix. Au niveau local, juste en un mot, c'est compliqué, c'est dur, on n'arrive pas à trouver des femmes pour accéder aux responsabilités locales. Au niveau local, au niveau du Rassemblement national, nous arrivons à trouver des femmes qui s'engagent. Nous avons des femmes de tout âge, Maryse Lacombe. Vous serez amené à les voir prochainement quand vous suivrez nos campagnes. Allez, Flavien Cartier, rapidement, sur la non-présence de femmes dans cette émission, mais est-ce que ça reflète ou pas finalement le paysage local politique? Déjà, politiquement dans la Vienne, au Parti socialiste, c'est une femme qui est à la tête de la fédération, Laurence Valorouet, qui est aussi la première adjointe au maire de Poitiers. Donc il y a une place pour les femmes chez nous au Parti socialiste. Nous pouvons voir que, comme a dit M. Fage, Marine Le Pen arrive au second tour, mais bien avant elle, il y a eu Ségolène Royal qui est arrivée au second tour. Donc, il y a bien une place pour les femmes. Je vous rappelle, encore une fois, je parle du local. Parce que pour le coup, national, on a bien compris que ça mais commence localement, nous avons l'exemple réel avec Laurence Valorouet, qui est notre première fédérale. Donc, Anthony Brottier. Alors, pour ce qui est de La République En Marche, je crois qu'on n'a pas attendu les élections européennes pour pousser ce renouvellement. Je pense que si aujourd'hui il y a un renouvellement massif, c'est parce qu'en 2017, on a pris la mesure des choses. Et on l'a pris également pour la parité, parce qu'on est le premier parti à avoir amené au niveau national, mais ça veut dire que c'était vrai dans les différentes circonscriptions, eh bien, autant d'hommes que de femmes. Et donc c'est un manque de chance aujourd'hui d'avoir 4... Enfin, un manque de chance. En tout cas, c'est comme ça. C'est le hasard qui fait que vous êtes 4 garçons sur le plateau. Je crois que le constat, il est là. Il faut le regretter et il faut s'efforcer. C'est ce que nous faisons, y compris au niveau local, et bien d'associer systématiquement autant d'hommes que de femmes. Allez, un mot sur la campagne électorale suspendue par certains partis à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est le cas pour En Marche, pour les Républicains, le Rassemblement national ou encore Debout la France. Est-ce que c'est un peu exagéré selon vous aussi, par exemple ? Je ne sais pas, chaque formation politique fait un peu ce qu'il l'entend. Je crois qu'en plus, suspendre la campagne, quand Emmanuel Macron passe à la télé tous les jours, il fait campagne pour La République En Marche, donc il n'a pas vraiment suspendu la campagne. Non, moi je crois qu'il y a un moment pour tout. Fabien Cartier.
Pour moi, il y a un moment, il y a un moment pour tout. Et je crois qu'on a vécu quelque chose de dramatique lundi soir et que c'est important qu'on prenne le temps de se poser. La suspension de la campagne, c'est pas quelque chose de dramatique. La campagne, elle n'a pas débuté en mars. À La République En Marche, elle a débuté en mai 2018, quand on est allé frapper aux portes. Et je crois qu'une interruption de quelques jours, quand on traverse ce genre d'événement qui fédère un pays, eh bien, je crois que c'est important. J'entends bien, mais simplement que j'entends certaines voix qui disent « Ah, c'est bon, il n'y a pas eu de mort. C'est un bâtiment, certes, symbolique, très important qui a brûlé, mais voilà, c'est de là à stopper une campagne. » Arnaud Fage. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Brottier. Je pense que c'était un véritable drame national et qui méritait pour le coup une union nationale que les partis politiques et les leaders politiques ont respecté, je pense, pour la quasi-totalité. Donc je rejoins vos propos au niveau de ça. Flavien Cartier, dernier à parler sur ce sujet-là. Il fallait suspendre ou pas? Mais je pense qu'il fallait suspendre 24 heures comme nous avons fait au Parti Socialiste. Mais tous les partis là, ont suspendu, mais nous avons vu Emmanuel Macron dans les médias qui faisait en gros la campagne de La République En Marche, parce qu'il nous parle de Notre-Dame, mais au final, ça s'en va sur un discours national. Donc tous les partis, sauf LREM, ne l'ont pas fait. Alors, je le disais en introduction de l'émission, les élections européennes sont devenues un tremplin pour les jeunes en politique. Au Rassemblement national, Jordan Bardella, tête de liste, n'a que 23 ans. Au PCF, Yann Brossa a 38 ans, mais il est quasi inconnu du grand public. Par exemple, chez FI, Manon Aubry n'a que 29 ans. On a du coup le sentiment que ces élections n'intéressent vraiment pas les leaders politiques, exception faite d'Europe Écologie Les Verts, où quand même il y a Yannick Jadot qui est en tête de liste. Comment expliquez-vous cette désertion des cadres des partis politiques français? Qui veut répondre? Tout simplement, déjà, au Parti communiste, nous nous intéressons aux élections européennes, puisque Yann Brossa, vous pouvez dire qu'il est inconnu du grand public. Je ne crois pas qu'il soit moins connu que Jordan Bardella ou des gens qui sont aussi un peu plus nouveaux sur la scène médiatique. Et il est aussi porte-parole national du Parti communiste. Donc c'est un leader important du Parti communiste qui est sur cette liste. Après, sur le reste de la liste, la suivante, c'est Marie-Hélène Bourlard. C'est une femme, elle est ouvrière. Elle a passé 40 ans à travailler dans l'industrie. Elle s'est battue contre Bernard Arnault, qui délocalisait ses usines. Donc il y a de la place pour tout le monde sur notre liste et je pense que toute la société française y est représentée. Fallait écarter pas de désertion des leaders politiques pour ces européennes. On se souvient quand même d'une époque où il y avait quand même les Michel Rocard, c'était les leaders des formations qui y allaient. C'est plutôt atypique cette année, parce que c'est la première fois que ce ne sera pas un socialiste qui sera tête de liste du Parti Socialiste. Nous avons fait alliance avec Place Publique et Nouvelle Donne, et nous avons fait le choix de faire confiance à Raphaël Glucksmann pour mener la liste. Je regrette encore une fois qu'on n'ait pas fait toute l'union de la gauche, mais aujourd'hui, avec Raphaël Glucksmann, c'est un nouveau visage de la politique qui arrive, c'est un nouveau mode de politique, et je pense que c'est une chance de l'avoir comme tête de liste. Messieurs. Alors, vous savez, il y a ceux qui veulent moins d'Europe, et il y a ceux qui veulent une Europe plus efficace. Et le point commun entre tous les candidats de La République En Marche et de ses partenaires, c'est cette volonté d'avoir une Europe plus efficace. Peu importe que, par le passé, ils aient été élus, peu importe qu'ils soient tête d'affiche d'un parti, je crois que l'engagement d'Emmanuel Macron, c'était aussi que quand les gens sont élus, eh bien, ils ne repartent pas à l'élection suivante. Et aujourd'hui, nous tenons cet engagement. Nous avons très peu d'élus sur la liste de La République En Marche. Et je me réjouis d'ailleurs, pour rejoindre avec le sujet précédent, de voir que c'est une femme qui porte une liste et que c'est une femme qui, jusqu'à présent, n'était pas élue. Arnaud Fage au Front National, au Rassemblement National, il faut qu'on s'y fasse, excusez-nous, hein, mais qu'est-ce que je voulais dire? Le fait que ce ne soit pas des leaders, par exemple, que ce ne soit pas Marine Le Pen qui soit tête de liste, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un désintéressement finalement de ces élections et de fait de siéger au Parlement européen, ou alors c'est de dire finalement il vaut mieux de quelqu'un qui sera à 100% là-bas, ce qui a été un peu critiqué justement dans la formation politique depuis quelques années par rapport à la présence tout simplement des déjà, c'est que Marine Le Pen a été RN. élue députée nationale en 2017, comme vous le savez très bien. Les électeurs du Pas-de-Calais lui ont fait confiance, donc elle honore leur mandat et elle le terminera donc en 2022. Marine Le Pen a laissé à cette élection la chance finalement à cette jeunesse avec ce principe de méritocratie républicaine, de laisser la chance à un jeune, comme vous disiez, de 25 ans de se lancer dans la course européenne, qui ne sort pas des grandes écoles, qui ne sort pas de l'ENA, qui ne sort pas de Sciences Po, mais qui s'est construit au fur et à mesure de sa vie et qui est maintenant un candidat crédible et qui porte une liste qui, à l'heure actuelle, au coude à coude avec la liste de En Marche. Crédible parce que justement pas trop impacté par la vie politique nationale. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui un candidat peut être tête de liste parce qu'on va vraiment le positionner comme européen, eurodéputé et pas pour avoir une
un futur, un avenir politique national? Qui peut répondre à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est avant tout l'attachement à l'Union européenne qui doit primer dans ce genre d'élection et pas les mandats qui peuvent exister auparavant. Et c'est vraiment ce que nous nous efforçons de Encore une faire. fois, pardon, mais ça veut dire que l'attachement européen, ce n'est pas une priorité chez les leaders des partis politiques aujourd'hui? Alors, vous ne pouvez pas nous dire ça à nous. Nous, l'attachement au projet européen, c'est un des socles de notre mouvement. Donc nous y mettons toute la considération possible. Et je vous invite à aller voir les personnes qui figurent sur cette liste. Ils ont ce point commun de porter l'Europe dans leur cœur et de vouloir la rendre plus efficace et de porter un certain nombre de compétences qui feront que demain, ils auront toute leur place au Parlement européen. L'Union européenne n'a jamais été aussi critiquée, hein, trop libérale pour les uns, trop contraignante pour d'autres. Quelle est à chacun d'entre vous, s'il vous plaît, votre explication à cette défiance des Français vis-à-vis de l'Union européenne? Je ne confonds pas avec l'Europe, je dis bien l'Union européenne. Aujourd'hui, la fracture n'est plus seulement gauche-droite comme c'était le cas avant, mais là, on est plus dans élite et peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre? Moi, je pense que cette fracture commence avec le traité constitutionnel en 2005. Les Français ont rejeté massivement le traité constitutionnel avec 55% des voix contre, et que quelques années après, en 2008, Nicolas Sarkozy a fait revoter un mini-traité au Parlement national avec la complicité des élus, aussi bien de droite et de gauche, qui ont violé le résultat des urnes. Et je pense que finalement, c'est ici le creuset de cette défiance envers l'Union européenne, parce que nous voulons construire une Europe des nations libres et souveraines. Le référendum 2005, la vraie cause de rupture? Alors, c'est pas la première cause de rupture, puisque l'Europe était déjà sur la pente du libéralisme depuis Maastricht, et même les fondements souvent de l'association, de l'Union européenne, sont plutôt sur des bases libérales. Je crois que c'est là que se trouve et que se creuse petit à petit le fossé entre les Européens, les peuples et l'Europe. Monsieur de la République En Marche nous disait nous voulons une Europe plus performante, mais une Europe plus performante pour qui ou pourquoi? Nous disons nous voulons l'Europe des gens et non pas l'Europe de l'argent. Si l'Europe doit être plus performante pour les marchés financiers, pour les grands capitaux, pour les multinationales, ça ne nous va pas. Si l'Europe peut protéger, peut promouvoir les droits sociaux, peut promouvoir les droits des femmes, peut empêcher les délocalisations, là d'accord, nous y allons. Sans vouloir dans la provocation gratuite, est-ce qu'il y a plus de rapprochement entre vous deux, vous au Parti communiste et vous au Rassemblement national, que entre vous deux, par exemple, au Parti socialiste et au Parti communiste? Pas du tout, je pense qu'il faut regarder un peu ce que votent les députés du Front National à l'Union européenne, du Rassemblement national, pardon, mais à l'époque, ils étaient députés du Front National. Quand ils votent au Parlement européen, puisque d'ailleurs, par exemple, ils ne s'opposent pas aux traités libéraux, ou en tout cas pas parce qu'ils promeuvent le libéralisme, ils ne s'opposent pas, par exemple, au secret des affaires, donc ils protègent les intérêts des grandes entreprises. Donc bien sûr qu'il y a un fossé immense entre la critique que fait le Front National ou le Rassemblement national de l'Union européenne et celle que nous faisons. Flavien Cartier, Parti socialiste. Mais aujourd'hui, je pense que les gens sont désintéressés de l'Europe, d'une part parce qu'ils se trouvent loin de l'Europe. Ils ont l'impression que les élus sont des élites qui ne sont pas proches d'eux. Aujourd'hui, le choix qu'a fait Olivier Faure et Raphaël Glucksmann en me prenant socialiste, je suis ouvrier. Je sais... Vous n'êtes pas sur une place éligible. Mais je Est-ce suis que pas Raphaël éligible. Glucksmann est proche du peuple? Je ne suis pas éligible. Mais ça, ce n'est pas la question. Je ne suis pas pour un poste. Je suis là pour donner des idées, pour mettre mes idées en avant. Donc c'est pour dire à Raphaël Glucksmann... Où vous travaillez aujourd'hui? Je travaille au Fonderie du Poitou. Et en parlant des Fonderies du Poitou, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à mes collègues. Parce que depuis 6 mois, on vit quelque chose de dramatique au Fonderie du Poitou. Nous allons passer au tribunal le 23 et le 24 avril prochain. 121 emplois vont disparaître. 121, c'est de la casse sociale. Est-ce que l'Europe là-dessus a un rapport avec l'Europe? C'est ça qui peut être intéressant. Il y a un rapport sur l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, si Renault prenait tous les carters chez nous, au lieu de partir partout ou fabriquer ou monter des fonderies ailleurs en Europe, au jour d'aujourd'hui, les fonderies du Poitou iraient très bien. Mais il faut aussi diversifier les fonderies du Poitou. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu à un point où est-ce que nous n'avons plus de commandes par Renault, mais si nous diversifions pas le site, dans 1 an, on est revenu au point de départ. Et depuis le début de cette crise, à part les communistes et les socialistes qui suivent le dossier, qui sont présents, les autres, on ne les entend pas, nulle part. Allez, Anthony Breutier.
Je crois pour les En que Marche. l'efficacité de l'Europe, ce qu'on souhaite, on ne l'invente pas. Lorsqu'on construit un projet à La République En Marche, on le fait en allant rencontrer les gens. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes allés dès mai 2018. Je ne crois pas qu'il y ait un autre parti qui soit allé à la rencontre sur ce sujet de l'Europe il y a déjà un an. Et le projet que nous portons, c'est celui qui n'aura pas de naïveté sur nos valeurs fondamentales, que ce soit l'asile, la sécurité. Et c'est celui aussi qui n'aura pas de modestie sur nos ambitions en matière d'écologie et en matière de solidarité. Alors je vous ai suivi l'an dernier, vous aviez fait du porte-à-porte exactement au même moment. Là, pour le coup, les réponses n'étaient pas les mêmes qu'un an auparavant, pendant la campagne de 2017. C'était beaucoup plus compliqué pour les militants En Marche de faire du porte-à-porte. Eh bien, c'est simple, c'est parce que cette Europe, les gens, ils ne la perçoivent pas. L'Union européenne, c'est 900 000 euros sur l'IRM au CHU. L'Union européenne, c'est 500 000 euros au CPA de la TU. Est-ce que les gens, ils s'en rendent compte? C'est la passerelle Léon Blum, l'Union européenne. Eh bien non, les gens, ils s'en rendent pas compte. Et nous devons travailler à la pédagogie autour de cette Union européenne et à la rendre plus visible et plus efficace, j'en suis convaincu. Le problème, c'est que par exemple, sur des constructions comme cela, on ne voit pas le symbole européen. Je suis d'accord avec vous. Je réponds à M. Brottier. L'Union européenne, on la paye, M. Brottier aussi. On donne une contribution à la France de 16 milliards d'euros par an, qui nous en rend 13 milliards. Donc au passage, M. Brottier, on en perd quand même 3 milliards. Je vais répondre aussi c'est la contribution, ça. à l'interlocuteur. C'est dès l'Europe. Je vais terminer avec l'interlocuteur d'en face, juste pour lui répondre que nous avons voté au Rassemblement national contre les traités de libre-échange, que ce soit le TAFTA, le CETA. Et je vais vous répondre par rapport à la directive secret des affaires. Nous avons voté la directive des secrets des affaires qui permet de protéger de petites et moyennes entreprises face à l'espionnage industriel, vous le savez très bien. Après, qu'est-ce que je souhaite vous dire par rapport au projet européen qu'on porte? C'est un projet aussi basé pour la suppression des accords de Schengen pour mettre fin à la submersion migratoire que subit notre pays. À l'heure actuelle, nous ne pouvons plus accueillir un seul migrant en France, que nous avons 6 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, 2 millions de mal logés, 170 000 personnes qui vivent dans leur voiture, 566 sans-abri qui sont morts l'année dernière. Notre priorité que nous défendons au Rassemblement national, c'est les nôtres avant les autres, comme le font nos alliés en Autriche ou avec Matteo Salvini en Italie. Hugo Blossier. Non, c'est une blague. D'abord, il n'y a pas de vague ou de submersion migratoire. Ensuite, toutes les études un peu sérieuses montrent que l'immigration, malgré tout ce que, et là-dessus la République En Marche qui essaye de dire nous sommes pour l'accueil, malgré ces lois liberticides et infamantes pour les personnes exilées, malgré tout cela et toutes les difficultés qu'on met aux personnes exilées, la migration est positive économiquement en France. Vous pouvez chercher des chiffres. Ensuite, on consacre tous les ans 5 milliards à la protection des frontières, donc à rendre la vie difficile, encore une fois, aux migrants. C'est de l'argent qu'on pourrait consacrer à l'accueil, à sauver les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, à un meilleur accueil. Ensuite, pour ce qui est de vos alliés italiens qui sont en train de vendre leurs ports et leurs aéroports aux Chinois, on a mieux dans la défense des intérêts nationaux. Alain Cartier voulait également répondre. Quand j'entends M. Fage nous dire qu'il défend les Français, mais j'ai envie de lui dire, mais où étiez-vous pendant 6 mois pour défendre les ouvriers des fonderies du Poitou? Nulle part. On ne vous a jamais entendu, jamais proposé quelque chose. Donc avant de nous dire on préfère les Français, il faut arrêter votre démagogie. Et pour revenir à la submersion migratoire, c'est faux. C'est totalement faux. Et quand j'entends M. Brottier nous dire pour l'immigration on est pour, mais qu'avez-vous fait pour l'Aquarius? Aucun port français n'a accueilli l'Aquarius, les Espagnols de Pedro Sanchez qui l'ont fait. Donc, au bout d'un moment, il faut être logique. Allez, la réponse de... Pour répondre tout d'abord sur le coût de l'Europe, parce que je crois que c'est important de dire la vérité. Effectivement, l'Europe, elle a un coût pour la France. Ça s'appelle la solidarité. L'Europe, elle a un coût, mais il y a des choses qui ne se mesurent pas. Est-ce que vous mesurez les 40 000 étudiants qui partent par an en Erasmus? Est-ce que vous mesurez les 3 millions d'emplois qui sont dus à l'Union européenne? Et il y a autre chose que vous ne mesurez pas, c'est la paix. 70 ans de paix ininterrompue. Eh bien, si pour vous ça a un prix, pour moi, la paix, ça n'a pas de prix. Arnaud Fage, la paix, je rebondis sur la paix, parce que c'est vraiment souvent, généralement, effectivement, l'argument premier des défenseurs de l'Union européenne actuelle, c'est un argument qui se reçoit, non? Oui, c'est un argument qui s'entend, la paix. Mais je répondais tout à l'heure par rapport aux 16 milliards pour dire à monsieur que l'Union européenne, on la sort aussi, l'argent de notre poche. Alors je vais répondre à monsieur... Sur la paix, c'est tout ce que vous avez à dire par rapport à l'Europe? C'est pas plus important que ça, le fait de pouvoir vivre en paix avec les voisins? Je vais répondre à monsieur Cartier par rapport aux fonderies du Poitou.
On s'est exprimé, vous le savez très très bien, par voie de communiqué de presse. Deuxièmement, Monsieur Cartier, presse qui fait avancer les choses. Monsieur Cartier, l'effondrement du diesel, c'est un petit peu dû à la politique de votre gouvernement avec François Hollande. Mais le diesel n'est pas le souci. Le diesel n'est pas le souci. Aujourd'hui, il faut une transition. On est tous logiques là-dessus. Laissez-moi terminer. Calmez-vous. Vous savez très très bien que depuis des années, on nous a vendu d'acheter du diesel et que sous votre gouvernement socialiste, on a commencé à taxer le diesel à fond les ballons. Qu'est-ce que je veux dire par... s'il vous plaît. Non, parce qu'on va après, le souci aujourd'hui, Monsieur Fage, n'est pas le diesel. Il faut en sortir du diesel et de l'essence, mais il faut une transition. Et aujourd'hui, on est rendu au pied du mur du Poitou. Il a fallu trouver une diversification avant d'arriver au pied du mur. Mais oui, on ne peut pas opposer écologie et fonderie du Poitou. Les deux vont ensemble. Hugo Blossier. Oui, là-dessus, je suis d'accord. La crise du diesel n'est pas la question des fonderies du Poitou. La question des fonderies du Poitou, c'est que Renault décide d'aller produire ce qu'il produit aux fonderies du Poitou en investissant massivement en Turquie et en Roumanie. La question, elle est là. Ce sont des choix de politique industrielle. Et d'ailleurs, La République En Marche brille par son absence d'intervention, puisque Renault, l'État est actionnaire majoritaire, donc pourrait infléchir, le gouvernement pourrait infléchir la politique de Renault. Sur la paix, un mot quand même. Vous irez dire aux Ukrainiens que l'Europe de la paix est formidable. Je crois qu'il y a un grand pas à faire pour la paix, et je pense que l'Union européenne peut être un bon vecteur là-dessus, notamment en refusant, par exemple, la contrainte de la part de 2% du budget pour l'armement. J'ai une question à vous poser, messieurs. La pratique de base de la politique européenne, vous le savez, c'est le compromis. 80% des décisions demandent la majorité qualifiée, le reste nécessitant l'unanimité. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec, finalement, la jeunesse des têtes de liste qu'on a vues pour le moment dans pas mal de partis, ou le manque d'expérience, finalement, dans la vie politique? Parce qu'à un moment donné, une fois qu'on est élu, il va bien falloir composer avec les autres eurodéputés. Qui veut commencer? Je vais bien commencer. Oui, compromis, on pourrait même dire finalement, on pourrait le relier à compromission, parce qu'on se rend compte qu'au Parlement européen, depuis des années, vous avez deux grands groupes, le PSOE qui gouverne avec le PPE, et donc finalement, ceux qui nous vendent du rêve, autant à droite qu'à gauche, en nous disant on va demain raser gratis. Depuis 40 ans, vous nous vendez ces beaux rêves que vous allez raser gratis. La compromission et ce compromis que vous faites depuis 40 ans, vous le faites ensemble. Donc vous proposez quoi? De poursuivre avec Monsieur d'En Marche qui va se rajouter avec le groupe, j'imagine, ALDE. Pardon, juste une question très concrète. Imaginez que vous êtes élu, vous par exemple, vous n'êtes pas sur les listes cette fois-ci, mais imaginons qu'un jour vous êtes élu eurodéputé. Comment vous faites, si vous faites comme ça, pour pouvoir avancer, adopter des directives pour pouvoir faire avancer l'outil législatif? S'il n'y a pas de compromis, comment vous faites? C'est toujours du blocage? Nous, on vise à être majoritaire pour défendre nos idées en Europe. Nous ne serons pas là pour aller à la soupe si nous sommes minoritaires. Nous serons une minorité de blocage. Nous ne serons pas là pour aller à la soupe. Et nous défendrons nos idées, entre autres, voilà, comme je vous disais, la suppression des accords de Schengen. Anthony Brottier. Oui, je crois qu'on ne peut pas opposer jeunesse et compétences. Et parce que des députés européens seraient jeunes, ils n'auraient pas la qualité à aller chercher ces compromis. Je crois que ce n'est pas possible. Je crois que Emmanuel Macron lui-même a montré que malgré son jeune âge, il avait le poids de la France sur les épaules et il faisait entendre la voix de la France à l'Union européenne. Ça a été le cas sur différents sujets, notamment sur le Brexit récemment, sur l'absence de négociation avec les États-Unis parce qu'ils ne respectent pas les accords de Paris. Donc je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Flavien. Mais la jeunesse, il faut de la jeunesse. Il ne faut pas faire du jeunisme. Mais on est aussi bon que des anciens. Il faut de tout pour faire une Europe, de tout pour faire un Parlement. Mais encore une fois, le compromis, c'est important. Mais le compromis, mais de toute façon, aucun parti ne peut diriger l'Europe seul. Il faut des compromis pour diriger l'Europe. Mais ça dépend de la question. Il y a des compromis qu'on va voter avec la droite, avec la gauche. Mais c'est pas pour autant qu'on est d'accord, on est sur la même ligne, on n'est pas du tout d'accord avec le PPE. Mais il y a des lois qui sont prises. Pourquoi les socialistes voteraient contre? Hugo Blossier. Du compromis, bien sûr, il en faut pour avancer en politique. Surtout dans la structure européenne. Pas à n'importe quel prix. Mais les rapports de force au sein du Parlement peuvent bouger. Je prends l'exemple de la directive qui a permis et qui justifie pour Emmanuel Macron la libéralisation de la SNCF. Vous savez que si seulement 13 des parlementaires sur les 751, je crois, avaient voté non plutôt que oui, cette directive ne serait jamais passée et la SNCF serait encore 100% publique. Donc,
Il y a des rapports de force qui peuvent bouger, et nous, on a un projet européen pour une autre Europe avec notre groupe qui est la GUE-NGL, et donc tout un tas de partis en Europe pour une Europe du progrès. Question très simple, messieurs. Faut-il davantage de budget européen ? Aujourd'hui, la part que la France donne à l'Union européenne représente 1,2% de notre PIB. Est-ce qu'il en faut davantage ? Oui, non. Non, je crois qu'on a un équilibre, on a un budget qui correspond. Il faut juste le flécher d'une manière plus efficace. On voit qu'il y a des redistributions, on voit que c'est normal d'aller aider les pays qui sont les plus en voie de développement. Donc je pense que le budget est à la hauteur des enjeux. Par contre, il y a une question sur l'évaluation des politiques publiques. On l'augmente, la contribution à je dirais l'Europe. non, et je dirais même la phrase que l'Europe sorte les mains de nos poches. Flavien Cartier. Je vais y arriver. Flavien Cartier, Il n'y a pas pardon. de souci. Non, mais aujourd'hui, le budget alloué est très bien. Il ne faut pas plus, il ne faut pas, surtout pas moins. Écoutez, ça dépend pour quoi faire. Si on reste dans cette Europe du fric pour le fric, c'est-à-dire qu'on met notre bol et ensuite on va nous demander de fermer nos services publics. Bien sûr que nous ne serons pas pour une augmentation du budget. Si c'est l'inverse, si c'est pour plus de droits, le développement du fret ferroviaire, je sais pas, il y a tout un tas de Autre choses question possibles. simple, monsieur. Faut-il abolir la règle de l'unanimité concernant la politique fiscale ? On ne peut pas aujourd'hui adopter en Europe une politique fiscale s'il n'y a pas l'unanimité des pays membres. Je crois qu'il y a un sujet. Je crois qu'il y a un sujet parce qu'on le voit bien, notamment sur la directive des travailleurs détachés. On doit aller plus loin. On doit aller jusqu'aux cotisations sociales si on veut endiguer ce dumping social. Donc je crois que oui, on doit. Vous dites oui. Arnaud-Fage, pour le RN. Mais par rapport aux travailleurs détachés, quand vous parlez de travailleurs détachés, Emmanuel Macron a été il y a quelques temps au Parlement européen faire un petit peu d'esbrouf en disant qu'on allait ramener de 18 mois à 14 mois les travailleurs détachés. Mais excusez-moi, des travailleurs détachés, je vais vous l'expliquer Non, rapidement. Est-ce qu'il faut abolir la règle de l'unanimité concernant la fiscalité ? C'est la question que je vous pose, il reste une minute, s'il vous plaît. Oui ou non ? Non. Très bien. Voilà, Flavien Cartier. C'est important de bien savoir un peu ce que les partis politiques proposent. La fiscalité. C'est un vrai sujet, la fiscalité. Il faut une fiscalité plus juste en Europe. Il faut arrêter l'évasion fiscale, par exemple. Oui ou non ? Non ? Oui ? Entre les deux. Allez, il vous reste 30 secondes. La question n'est pas d'abolir l'unanimité, la question est d'arriver à une harmonisation fiscale. Si on abolit la règle d'unanimité, mais qu'on laisse, comme c'est le cas aujourd'hui, le Luxembourg ou d'autres être des paradis fiscaux... Il doit toujours y avoir l'unanimité. Vous savez quoi, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Et le débat commence à peine, finalement c'est déjà la fin, je suis désolé. Merci, c'est la fin de cette émission. Donc merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet ou sur la page Facebook France 3 Poitou-Charentes. Une émission similaire aura lieu le 12 mai avec les représentants d'autres partis politiques. Excellent dimanche à toutes et à tous.